Alors, nous sommes avec Pierre-Yves Kivigère, professeur de philosophie à l'Université de Paris 1. Pierre-Yves Kivigère, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur cette antenne pour cette émission spéciale qui est consacrée à cette rencontre radiophonique adaptée en cette période de Covid autour de la question de humain-non humain, métamorphose dans le droit, conférence qui intervient dans le programme de la saison culturelle du château de Goutelas, que vous connaissez peut-être, qui est installé ici dans la région, dans la plaine du Forêt, un centre culturel de rencontres qui se décline pour sa saison en visites, expositions, concerts, spectacles, débats d'idées, ateliers, bien entendu très remis en cause en cette drôle de période sanitaire, adaptation et alternatives proposées en rencontres radiophoniques. Tout d'abord peut-être votre appréciation de finalement aussi la proposition du centre culturel de Goutelas qui a pour thématique sur cette saison 2020-2021 métamorphose des sujets, une saison pour explorer les mutations de la société, de la création, de nous, humains sujets de droit, de ce qui nous entoure, le vivant et la terre. Qu'est-ce que cela vous évoque ? C'est un sujet tout à fait passionnant et c'est un sujet d'une brûlante actualité. On pourrait se demander jusqu'à quel point ça serait pas raisonnable et ça nous ferait pas du bien de faire un procès à ce truc qui s'appelle le Covid ou la Covid qui bouleverse nos existences. Non, c'est un sujet passionnant parce que en effet, le droit change beaucoup. Notre connaissance du monde et du monde qui nous entoure bouge beaucoup. Les préoccupations environnementales deviennent des préoccupations centrales. Le développement de l'intelligence artificielle, c'est ce dont je vais parler, devient une chose qui préoccupe beaucoup de personnes. Bref, on est au centre d'enjeux tout à fait passionnants. Et donc, je me réjouis de, ces, de cette manifestation. Évidemment, elle aurait été beaucoup plus sympathique dans le cadre de Goutelas, mais on va essayer de faire au mieux dans le cadre qui est le nôtre. Voilà, celui radiophonique en l'occurrence, en espérant bien entendu qu'on puisse, et que le centre de Goutelas puisse proposer à nouveau ces rencontres physiques en présentiel, comme l'on dit, d'ici les semaines et mois à venir. Vous êtes spécialisé en philosophie de droit appliqué, droit administratif, histoire des doctrines juridiques, et sur les formes contemporaines du droit naturel. Qu'est-ce que cela signifie ? Quel est votre champ d'action finalement aussi, votre spécialisation précisément ? Mon champ de spécialisation, il est à la fois extrêmement étroit pour mes amis et collègues philosophes, puisque je suis philosophe de formation, tout mon cursus est en philosophie et j'ai une formation complémentaire en droit. Donc mon champ de spécialisation, il est à la fois très étroit pour les philosophes. Mes collègues s'intéressent à des questions très variées, des questions d'esthétique, de métaphysique, des questions d'histoire de la philosophie. Donc c'est très étroit pour eux. Et en revanche, pour ce qui est des juristes, j'ai des intérêts qui sont très variés. Vous en avez énoncé quelques-uns. Si je veux simplement résumer en 2-3 mots ce que je fais, c'est essentiellement une méthode qui est assez, j'espère en tout cas, assez originale, une pratique de la philosophie du droit qui est assez spécifique, au sens où je travaille toujours à partir de ce que les juristes font, de ce que le législateur fait, de ce que les juges font. C'est-à-dire c'est vraiment un travail philosophique qui s'appuie sur la pratique juridique. C'est pour ça que j'appelle ça philosophie du droit appliqué, au sens où c'est vraiment le droit tel qu'on peut l'observer dans son élément le plus technique, qui fait l'objet du geste philosophique que j'essaie de construire. Ce que l'on nomme droit naturel, sur lequel vous semblez spécialisé, de quoi parle-t-on ? Alors ça, la question du droit naturel, c'est une question que j'ai peut-être un peu négligée depuis quelques années. C'était plutôt au centre de mes intérêts il y a une petite dizaine d'années, disons. Mais pour simplifier, je dis simplifier parce que là, j'ai envoyé il y a quelques jours un article à une revue où je me suis amusé à essayer de distinguer le nombre de droits naturels, le type de droit naturel possible, et je suis arrivé à 9 types de droits naturels possibles. C'est vous dire à quel point c'est tout sauf simple. Mais enfin, en gros, si on veut résumer ça à travers deux, trois idées, on appelle droit naturel la démarche qui consiste à fixer par rapport au droit tel qu'on l'observe, ce qu'on appelle le droit positif, à fixer un certain nombre de critères, à fixer un certain nombre de normes, de règles qui permettent de comparer ce droit positif à un droit qui serait meilleur, un droit idéal, un droit plus satisfaisant, plus conforme à
une certaine nature, toute la difficulté étant de savoir ce qu'on appelle nature. Nature, ça peut renvoyer à un état virginal des choses, ça peut renvoyer à la biologie, ça peut renvoyer au cosmos, ça peut renvoyer à la définition. Bref, tout ça, c'est plein de choses différentes, plein de manières différentes de faire du droit naturel. Mais l'idée vraiment qui unifie tout ça, toutes ces approches du droit naturel, c'est que il est légitime de dire quelque chose à propos du droit qui ne soit pas simplement un enregistrement du droit tel qu'il se fait, un enregistrement du droit positif. Mais ça signifie principalement, au total, une forme oui, d'acceptation que le droit tel qu'il est perfectible, que le droit tel qu'on l'observe parfois n'est pas satisfaisant et n'est pas fidèle à l'idée qu'on doit développer du droit. Il y a un exemple très connu et très réussi de droit naturel, c'est ce qu'on appelle les droits de l'homme. Quand un certain nombre de théoriciens puis d'hommes politiques décident, à l'époque des Lumières, de faire évoluer l'univers politique, juridique, etc., qui est le leur, il s'appuie sur une idée qui se fonde de la nature humaine et il considère, et c'est comme ça qu'on aboutit, entre autres textes, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'idée qu'il y a des droits qui doivent être fondamentalement associés et toujours aux êtres humains. Les hommes naissent égaux en nature. Cette idée-là, cette force-là, celle de la Déclaration des droits de l'homme, au départ, c'est une idée fondamentalement juste naturaliste. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui font de la théorie du droit naturel, on les appelle les justes naturalistes. Je m'interrogeais simplement de savoir si c'était déjà une entrée en matière sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la question de l'humain et non humain, parce que je me demandais si cette question de droit naturel était une forme d'extension du droit au-delà de l'humain finalement, et si on était précisément déjà dans cette problématique et thématique. Alors, oui et non. Non, parce que pour toute une série de théoriciens du droit naturel, précisément, le droit naturel s'appuie uniquement sur l'humanité. Donc, c'est un droit construit à partir de ce qu'on imagine être la nature humaine, si d'aventure il y en a eu. Bon. Moi, je ne m'inscris pas du tout dans ce courant du droit naturel, et donc dans ma conception du droit naturel, oui, en effet, il y a une continuité très forte, parce que précisément, la question de la nature que je pose, que j'adresse au droit, c'est une question qui a à voir à la définition du droit. C'est plus l'idée qu'il y ait une capacité du droit à être quelque chose qu'on peut définir conceptuellement, philosophiquement, et de ce point de vue-là, dès lors qu'il y a des nouveaux problèmes qui se posent, et type de problèmes qui se posent et qui ne se posaient pas il y a un siècle, c'est les problèmes liés à l'épuisement des richesses naturelles. Des problèmes qu'on se posait déjà il y a un siècle, je pense à un auteur comme Bentham, c'était des questions comme est-ce que les animaux doivent avoir des droits, des questions qu'on ne se posait évidemment pas il y a un siècle, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, la question que je vais traiter aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir des droits? Là aussi, c'est une question qui pour moi se pose fondamentalement dès lors qu'on peut réfléchir à une nature du droit qui ne soit pas connectée nécessairement à la nature humaine, qui ne soit pas connectée à la biologie, etc. Donc oui, pour moi, il y a une connexion, mais ça dépend vraiment du type de philosophie du droit qu'on articule. Dans mon cas, oui, il y a une connexion. Chez d'autres penseurs, pas du tout. Pierre-Yves Kivligère, je vais vous laisser largement place maintenant pour développer précisément votre intervention qui va porter sur la question de l'intelligence artificielle. Question posée, l'intelligence artificielle peut-elle être un sujet de droit? Cela va être l'objet de votre communication. Je vais donc vous laisser la parole pour développer votre réflexion et votre idée, et assurer votre communication. Et je vous laisse cette fois carte blanche. Alors, la question que je me propose de traiter, c'est celle de la possibilité de considérer une intelligence artificielle comme un sujet de droit. Une intelligence artificielle peut-elle être un sujet de droit? C'est une question qui peut sembler très, très incongrue. Mais il ne faut pas oublier
qu'il n'y a pas si longtemps, semblait aussi très incongrue. L'idée que les femmes puissent voter, l'idée que les esclaves aient les mêmes droits que les hommes libres, ou encore que les nobles ne soient pas distingués des êtres humains ordinaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se demander s'il y a un obstacle de principe à l'idée de faire d'une intelligence artificielle un sujet de droit. Parce qu'on voit bien qu'il n'y avait aucun obstacle de principe pour les esclaves, pour le tiers-État, pour les femmes. La preuve est que, heureusement, et bien heureusement, la civilisation a évolué et que ces discriminations se sont effacées. L'objection principale qu'on peut avancer, c'est l'objection suivante. Un sujet de droit, c'est aussi, jusqu'ici, tel qu'on peut les connaître, semble-t-il, c'est aussi une personne physique. Un sujet de droit, c'est capable de consentir. Un sujet de droit, c'est capable d'exprimer sa volonté. À cette objection, il y a deux réponses, il y a deux contre-exemples assez lourds, assez massifs. Premier contre-exemple, il ne faut pas confondre le statut de sujet de droit avec ce qu'on appelle en droit civil la capacité. Des personnes peuvent être incapables. Un petit enfant, quelqu'un qui est dans un coma profond, une personne qui a des troubles psychiatriques lourds, qui l'empêchent de raisonner. On peut donc être incapable, au sens du droit, et être néanmoins, et demeurer néanmoins, et tant mieux, un sujet de droit. Cela prouve quoi? Cela prouve que les critères de la capacité, ce ne sont pas ceux qui sont pertinents pour définir une entité comme pouvant être titulaire ou non de droits subjectifs. Ça, c'est le premier contre-exemple. C'est-à-dire qu'il y a déjà, de fait, concrètement, des personnes qui ne sont pas capables de s'exprimer, qui ne sont pas conscientes, etc., des personnes humaines, et ça ne veut pas dire qu'on les rejette en dehors du champ du droit. Deuxième contre-exemple massif, il y a certaines entités juridiques, il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout des personnes physiques. C'est ce qu'on appelle des personnes morales. Alors, quand on n'a pas fait d'études de droit, parfois on se demande ce que c'est qu'une personne morale. Bien, une personne morale, c'est pas du tout quelqu'un qui a une bonne moralité, c'est pas quelqu'un qui fait preuve d'une bonne attitude. Non, une personne morale, c'est une personne au sens plein et entier du point de vue du droit, mais qui n'est pas une personne physique. C'est le cas des États, c'est le cas des entreprises, c'est le cas de certaines associations. Ces personnes morales, elles n'existent que dans le monde du droit, éventuellement dans le monde de l'économie. Vous ne rencontrez pas la FNAC, vous ne rencontrez pas le Crédit Agricole. Vous pouvez vous rendre dans un bâtiment qui porte ce nom, vous pouvez rencontrer un conseiller qui dépend de telle ou telle entreprise, mais l'entreprise en tant que telle, vous ne la rencontrez pas comme personne physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être, on le voit avec ces deux contre-exemples, on peut être un sujet de droit, on peut avoir des droits sans être une personne physique. Il ne faut donc pas confondre les droits subjectifs, c'est-à-dire les droits d'un sujet. Attention, quand on parle de droits subjectifs, on fait par référence à la subjectivité au sens ordinaire. C'est pas comme moi j'adore la Marmite ou moi j'adore le lemon curd, mais toi tu n'aimes pas. Ça c'est subjectif au sens courant. En droit, ce qu'on appelle subjectif, c'est relatif à un sujet. Donc, il ne faut donc pas confondre les droits subjectifs avec les droits humains ou les droits de l'homme. Les droits des entreprises, ce sont bien des droits liés à ces sujets de droit que sont les personnes morales, que sont les entreprises, mais ce ne sont pas des droits humains, ce ne sont pas des droits de l'homme. Alors, quels peuvent être alors les critères pour qu'on étende le statut de sujet de droit et la possibilité d'être titulaire de droits subjectifs, qu'on puisse l'étendre donc à d'autres entités que les êtres humains et que les entreprises, et parmi ces entités, les intelligences artificielles.
quels sont les critères? Les critères qui permettent cette éventuelle extension. On peut distinguer deux critères. Premièrement, l'intérêt, l'utilité pour l'entité concernée. Ça a un sens, ça apporte quelque chose, c'est signifiant pour l'entité dont on parle, l'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi bien des animaux, la planète Terre, etc. Ça a un intérêt, ça a une utilité pour l'entité concernée de devenir un sujet de droit et de se voir donc consacrer ainsi des droits subjectifs. Deuxième critère, la possibilité de lui reconnaître de véritables droits subjectifs. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement une déclaration d'intention, que ce ne soit pas simplement une posture politique, polémique, une revendication au fond assez gratuite, mais que ça se traduise véritablement par un événement, par des effets sur le plan juridique. Sur le premier critère, l'intérêt, l'utilité. Sur le premier critère, on peut observer qu'il y a eu déjà plusieurs tentatives d'extension au-delà des humains et des entreprises. De même qu'il y a eu par le passé des extensions au-delà des êtres libres jusqu'aux esclaves. Il y a eu des extensions au-delà des êtres masculins jusqu'aux femmes, des extensions de certains droits des nobles vers ceux qui n'étaient pas nobles, etc. Bon. Eh bien, il y a déjà eu des tentatives d'extension au-delà des humains et des entreprises ou États, bref, personnes morales. Au nom de quoi? Au nom de l'intérêt à préserver, de l'intérêt à défendre certaines entités. Le plus évident, le plus connu, ce sont les animaux non humains, ce qu'on appelle couramment les animaux. Certains pays ont déjà accordé la personnalité juridique aux animaux dotés de sensibilité. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'ils peuvent subir des préjudices. On voit bien que les animaux peuvent être blessés, peuvent être atteints dans leur intégrité physique, voire leur intégrité psychique. Le paradoxe est que beaucoup de systèmes de droit interdisent la maltraitance animale, mais refusent néanmoins de reconnaître aux animaux le droit de se plaindre par la voie, non pas évidemment directement de leur propre capacité à s'exprimer, qui est au total pour le moins assez rare, mais par la voie des associations qui les défendent, ce qui est un dispositif assez fréquent à propos d'êtres humains qui sont en incapacité de se défendre eux-mêmes. On accepte tout à fait qu'un avocat parle au nom de personnes qui, par exemple, sont dans le coma et ne peuvent pas s'exprimer elles-mêmes. Ça veut dire qu'on a donc, quand on condamne néanmoins la maltraitance animale, mais qu'on refuse cette capacité d'ester en justice, eh bien ça veut dire qu'il y a des actes délictuels, mais au fond pas de victimes. Les victimes ne sont pas en état d'être reconnues, considérées comme des victimes. Autre exemple, on parle beaucoup des questions environnementales depuis quelques années. Est-ce qu'on ne doit pas protéger la planète en lui accordant le statut de sujet de droit? Alors, on voit qu'il y a des exemples d'extension. Quelle serait l'utilité, quel serait l'intérêt dans le cas d'une intelligence artificielle? Dans la littérature et le cinéma de science-fiction, par exemple dans les deux Blade Runner, celui de Ridley Scott comme celui de Villeneuve, qui s'appelle donc Blade Runner 2049, on rencontre des robots humanoïdes, qu'on appelle des androïdes. On rencontre des robots dotés d'une intelligence artificielle qui leur permet non seulement d'avoir une intelligence rationnelle, mais aussi des capacités émotionnelles. Comme on le voit dans les romans de Philip K. Dick, celui en particulier très célèbre qui a donné lieu au film de Ridley Scott, Blade Runner, les androïdes rêvent-ils de boutons électriques, ou on peut aussi penser à un auteur un peu moins connu que Philip K. Dick, mais tout aussi passionnant, Cordwainer Smith, je pense au cycle des seigneurs de l'instrumentalité. Eh bien, on voit chez ces auteurs toute une série de personnages, toute une série d'entités qui sont animées par une intelligence artificielle et dont on voit bien que les sentiments, les prises de position, tout cela les rend de plus en plus difficiles à distinguer. C'est d'ailleurs tout l'enjeu des deux films Blade Runner, de plus en plus difficiles à distinguer des êtres humains normaux, pour ainsi dire.
On ne voit pas dans ces romans et ces films de science-fiction, on ne voit pas ce qui interdirait à une intelligence artificielle ainsi construite d'avoir des droits parce qu'elle a clairement un intérêt à vivre, elle a une envie de persister dans son être et elle peut avoir tout à fait des droits à défendre. Donc pour ce qui est du premier critère, on voit bien que s'il existe une intelligence, évidemment pas le cas aujourd'hui, mais s'il existe un jour une intelligence artificielle éventuellement portée par un androïde, qui correspond à ce qu'on rencontre dans les romans de science-fiction, eh bien on ne voit pas bien pourquoi on pourrait lui interdire d'être un sujet de droit. Je passe au deuxième critère, la possibilité de reconnaître de vrais droits subjectifs à ces entités. C'est une question qui est au total beaucoup plus délicate et qui oblige à un petit détour. C'est un point, cette histoire de ce que c'est qu'un véritable droit subjectif, c'est un point que j'ai essayé d'expliquer dans un livre que j'aurais pu mentionner tout à l'heure quand vous avez parlé du droit naturel, qui s'appelle le secret du droit naturel. C'est un livre que j'ai fait en 2013. Si la question vous intéresse, vous pouvez aller regarder le livre en question. Je résume. On dit souvent qu'avoir des droits, que revendiquer des droits, ça correspond à deux types de configurations. Celles qu'on appelle les droits-libertés et les configurations qu'on appelle les droits-créances. Donc deux types de droits subjectifs. Les premiers correspondraient au respect par la puissance publique de ce que nous pouvons faire librement. On demanderait alors à l'État de ne pas intervenir, de nous laisser libres d'user de nos facultés. Exemple, la liberté d'aller et venir. Les seconds, les droits-créances, correspondraient, eux, à une demande de la part des sujets. On n'a pas quelque chose et on demande à l'obtenir, on le réclame de façon légitime. C'est par exemple le droit au minimum vital ou le droit au logement. Si vous disposez d'une grosse somme d'argent, de revenus réguliers, ben, vous n'avez pas droit au minimum vital, vous n'avez pas à revendiquer un minimum vital. C'est parce que vous n'en avez pas. Si vous ne disposez pas d'un logement, ben, vous pouvez demander un logement. Si vous avez déjà une propriété de famille, si vous vivez dans un lieu, ben, vous ne pouvez pas demander à en avoir un deuxième pour, par exemple, louer et avoir encore plus de revenus ou de confort. La distinction entre droit-liberté et droit-créance que je viens d'exposer, c'est une distinction qui est biaisée. Elle semble opposer des êtres libres à des êtres assistés. Les libéraux vont plutôt défendre les seuls droits-liberté en disant mais oui, mais ça, c'est le produit de notre liberté humaine, naturelle, etc. Et ils vont se méfier des seconds en disant oui, mais c'est des logiques de gens qui n'arrivent pas à se débrouiller eux-mêmes, ils font appel à l'État comme une espèce de figure paternelle dont ils auraient besoin pour les soutenir, etc. Mais cette présentation, je dis elle est biaisée, elle n'est pas seulement biaisée, elle est en réalité fausse. Elle est fausse. Les droits-libertés sont en fait, eux aussi, des droits-créances. Les droits-libertés sont des créances. Elles, les droits-libertés, comme par exemple la liberté d'aller et venir, eh bien, cette liberté d'aller et venir, si on l'entend comme liberté infinie, liberté absolue, liberté sans limite, mais cette liberté, elle n'existe tout simplement pas. Je ne peux pas aller et venir partout. Prenez la carte de la ville de Saint-Étienne. Passez en rouge sur cette carte tous les endroits où vous ne pouvez pas aller. Les propriétés privées, les casernes. Je ne parle même pas du contexte actuel lié à la crise sanitaire en temps normal. Vous verrez que le nombre d'endroits où vous pouvez aller et venir, en réalité, ce n'est pas beaucoup. C'est une toute petite partie de la ville. Et heureusement,
Imaginez, voilà, vous allez prendre votre petit déjeuner, et puis dans votre salon, il y a deux, trois personnes en train de se promener. Et vous dites, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah bah on use de notre liberté d'aller et venir. Non, vous allez probablement penser que ce sont des gens qui sont là pour vous cambrioler, et vous allez prévenir la police parce que vous pensez que l'argument de c'est ma liberté d'aller et venir, c'est pas un argument très solide. Si vous voulez aller dans le salon de quelqu'un, bah, il faut que vous soyez invité à pénétrer dans ce salon. Et c'est pas parce qu'il a la liberté d'aller et venir, lui. La seule liberté d'aller et venir dont on dispose, véritablement, c'est celle dont on peut exiger le respect par l'État. Et c'est donc une créance. Et cette créance, elle est tout à fait quantifiable. C'est les parties qui n'ont pas été coloriées en rouge de votre plan de Saint-Étienne. Évidemment, ça vaut à l'échelle de la France. Vous pouvez vous amuser à faire le calcul du nombre de mètres carrés dont vous disposez au titre de la liberté d'aller et venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est en dette avec moi de son obligation de me laisser aller et venir dans les endroits où j'ai pas mis de la couleur rouge. Bref, il n'y a pas un droit à liberté qu'il faudrait opposer au droit à créance. Il n'y a en réalité de droit subjectif que s'il y a une créance. Et une créance exigible, et une créance quantifiable, et un débiteur identifié. Revenons aux intelligences artificielles et voyons si ça marche pour elles. Le problème principal posé par les intelligences artificielles, c'est qu'on a du mal à les imaginer comme pouvant être titulaires de ces créances quantifiables et exigibles. On a un peu de mal à imaginer ça. Et on a aussi un peu de mal, d'autre part, à voir qui serait le débiteur, à qui elles doivent s'adresser pour obtenir ce qu'elles réclament. Si d'aventure elles réclament quelque chose. Pourquoi? Tout simplement parce que les intelligences artificielles sont des productions manufacturées. Elles sont la propriété en général d'une firme, éventuellement d'un individu particulier, parfois d'un État, d'une collectivité. On est alors en droit de se demander si le titulaire de la créance est l'intelligence artificielle ou son propriétaire ou son utilisateur, voire son créateur. Imaginons par exemple qu'on accorde aux intelligences artificielles le droit à une certaine quantité de gigaoctets pour pouvoir s'épanouir dans ce qui est peut-être imaginable comme leur bonheur à elles, à savoir pouvoir réfléchir plus vite, pouvoir attraper plus de données. Qui y gagne quelque chose? L'intelligence artificielle ou l'utilisateur de l'intelligence artificielle? Qui va être le débiteur? Qui va être la personne à qui s'adresser pour obtenir la satisfaction du droit? Qui peut faire l'objet d'une réclamation pour l'extension de la mémoire, si c'est ça l'enjeu de l'espèce de minimum vital pour, ou de droit au bonheur pour l'intelligence artificielle. Peut-on imaginer que la puissance publique prenne cela en charge? C'est difficile à concevoir. Est-ce que c'est une obligation qui pèse sur une compagnie, sur un géant du net? Oui, mais alors dans ce cas-là, qui va être le propriétaire de cette intelligence? Est-ce que ce n'est pas la même personne que celui à qui on va réclamer le droit? Dans ce cas-là, ce n'est pas véritablement un droit, puisque ça va être la même personne qui va être à l'origine de la créance et de la dette. Est-ce que cette extension de mémoire va être payante? Oui, mais alors si c'est payant, ce n'est pas un droit, hein, c'est quelque chose qu'on obtient par un contrat, par un échange. Hein. L'intelligence artificielle, on peut imaginer une intelligence artificielle qui dépense de l'argent pour avoir une intelligence plus développée, une intelligence artificielle qui, comme les êtres humains qui vont faire de la chirurgie esthétique ou les êtres humains qui vont s'acheter une jolie voiture, bah, ce n'est pas la satisfaction de droit, hein, c'est tout à fait autre chose. C'est donc difficile. Le point important, c'est que les droits subjectifs, on le voit bien, peuvent être à géométrie variable. Et ce qui fait que, néanmoins, on peut tout de même envisager que l'intelligence artificielle soit considérée comme un sujet de droit et puisse avoir des droits subjectifs, c'est qu'on n'est pas obligé de lui accorder tous les droits subjectifs. Autrement dit, accorder des droits aux intelligences artificielles, en faire des sujets de droit pleins et entiers, ça ne veut pas dire leur accorder tous les droits et surtout ça ne veut pas dire leur accorder les mêmes droits que les droits dont les êtres humains sont titulaires.
Imaginez par exemple qu'on décide de calquer les droits qu'on accorde aux intelligences artificielles sur les droits qu'on accorde aux êtres humains. Ça veut dire par exemple qu'on donnerait le droit de vote. Bon, on ne voit pas bien comment donner le droit de vote à une intelligence artificielle, pas plus qu'on ne voit pas bien comment donner le droit de vote à un animal. Bon. Mais on peut remarquer que c'est déjà le cas pour les personnes morales. Les personnes morales ne votent pas. Alors, en certains cas, elles votent, par exemple, quand une entreprise a des parts dans une autre entreprise, bon, quand des États s'expriment sur le plan international, bon, aux Nations Unies, la France, la Chine, toute une série de pays vont pouvoir voter. Bon. Mais le fait de pouvoir voter, le fait d'avoir des parts dans une entreprise, ça va premièrement toujours passer par en réalité un représentant. Et surtout, on voit bien que ce n'est pas la totalité des droits politiques. C'est-à-dire que, certes, le Crédit Lyonnais va pouvoir voter s'il a des parts dans le Crédit Agricole, et donc son représentant, mais il ne vote pas au municipal, il ne vote pas au régional, il ne vote pas au présidentiel. On peut donc imaginer que les intelligences artificielles deviennent un jour des sujets de droit, mais avec des droits spécifiques. De même c'est ce qu'on peut observer dans les pays qui ont accordé le statut de sujet de droit à certains animaux, par exemple, je ne sais pas, les grands singes, ne l'ont pas pour autant accordé le droit de vote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les droits qu'on accorderait à ces intelligences artificielles pour en faire véritablement des sujets de droit, eh bien, ces droits, ça serait des droits d'intelligence artificielle et pas des droits humains. On peut remarquer d'ailleurs en passant que même chez les êtres humains, tout le monde n'est pas titulaire de la totalité des droits politiques. Quand vous avez 2 ans et demi, quand vous avez 5 ans, quand vous avez 17 ans et demi, vous n'avez pas le droit de voter. Bon, vous êtes dans la même situation que le Crédit Agricole ou qu'une intelligence artificielle. De la même manière, si vous êtes d'une nationalité qui n'est pas la nationalité française et qui n'est pas non plus une nationalité européenne, il y a toute une série vous avez beau vivre en France, avoir une carte de séjour, participer à l'économie du pays, il y a un certain nombre de scrutins auxquels vous ne pouvez pas participer. Donc, c'est même pas simplement le fait d'être humain qui suffit pour avoir ces droits politiques. Alors, en conclusion, on peut remarquer qu'il y a toujours eu de bonnes raisons. À toutes les époques, il y a toujours eu de bonnes raisons qui aujourd'hui nous semblent très 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 mauvaises. Il y a toujours eu de bonnes raisons de refuser certains droits à certaines personnes. On ne voulait pas le droit de vote pour les femmes. Pourquoi? La bonne raison de l'époque, c'était elles votent ce que le curé leur dit. Bon, elles vont plus à la messe que les hommes, donc elles obéissent au curé. Donc c'est un peu embêtant pour la République que les femmes se mettent à voter parce que ça va donner plus de poids à l'Église catholique. Bon. Et puis après, on a dit, ah non, mais bon, l'Église catholique, c'est un peu moins puissant, mais en revanche, les femmes restent quand même sous l'empire de leur mari. Donc, c'est pas juste parce que les hommes mariés vont avoir 2 voix, leur femme va voter exactement comme eux, tandis que les hommes célibataires n'auront qu'une voix. Bon. Toutes ces raisons qui aujourd'hui nous semblent parfaitement ridicules étaient tout à fait présentes dans les débats parlementaires. Ça semblait une évidence à l'époque assez récente, puisque le droit des femmes, vous le savez, date uniquement de l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Ces arguments étaient audibles, entendus, etc. Plus récemment, tout le monde trouvait tout à fait normal qu'on interdise à des personnes de se marier parce que on interdisait à ces personnes de se marier simplement parce qu'elles se trouvaient être du même sexe. Bon, l'ouverture du mariage aux couples homosexuels est une réalité récente dans un pays comme la France et est une réalité qui n'existe pas encore dans un grand nombre de pays sur Terre. Bon, les motifs de cette discrimination, ils sont tout à fait frivoles, tout à fait dérisoires, tout à fait problématiques. Il n'empêche que ça semble, et ça a semblé, et ça semble encore à beaucoup de personnes, de bonnes raisons. Bon, voilà, c'est des raisons, alors comme quoi l'homosexualité serait contre nature, comme quoi l'homosexualité serait stérile, enfin bref, vous avez toute une série d'arguments, tous
plus farfelus les uns que les autres, mais qui néanmoins ont été et sont encore entendus comme de bonnes raisons de restreindre les droits de certaines personnes. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que les mœurs évoluent, que les temps changent et que le développement des intelligences artificielles et des robots dotés d'une intelligence artificielle, eh bien ce développement et ces changements, ils sont totalement imprévisibles. Peut-être que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, on trouvera aussi étrange de poser la question que j'ai posée, à savoir est-ce qu'une intelligence artificielle peut être un sujet de droit? Est-ce qu'une intelligence artificielle peut avoir des droits? On trouvera peut-être ça tout aussi étrange et on écoutera cette émission comme une espèce de curiosité vieillotte, comme quelque chose de relevant d'un temps ancien et parfaitement exotique. Peut-être qu'on trouvera ça aussi étrange, cette question, qu'aujourd'hui, quelqu'un qui proposerait de rétablir l'esclavage ou de priver les femmes du droit de vote ou encore de déplacer la majorité à 45 ans, parce qu'avant 45 ans, on n'est pas assez mûr pour choisir les choses importantes sur le plan politique. Enfin, dernier point en conclusion, il y a un autre point qui est à prendre en considération, c'est qu'il ne faut pas simplement penser la question de devenir un sujet de droit comme une extension éventuellement abusive de droits qu'on accorde à des entités qui ne sont pas des êtres humains, mais il faut voir aussi la manière dont ce statut de sujet de droit, c'est une manière d'engager la responsabilité d'un certain nombre d'entités, d'engager la responsabilité civile, d'engager la responsabilité pénale de ces intelligences artificielles et aussi, derrière, in fine, d'engager la responsabilité de leurs créateurs, de leurs propriétaires. Si on considère que ce sont pleinement des sujets de droit, eh bien, il va bien falloir que quelqu'un assume, au nom de ces sujets de droit, les éventuelles conséquences néfastes. Alors, le droit civil prévoit, et le droit pénal prévoit déjà ça. Évidemment, quand on crée quelque chose et que cette chose entraîne des désagréments très lourds, on en est responsable. Mais peut-être que ça serait, si on imagine l'intelligence artificielle se développant beaucoup, peut-être que ça serait quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide, d'engager directement la responsabilité de cette intelligence artificielle. C'est d'ailleurs un exercice de droit-fiction auquel se sont livrés un certain nombre de collègues dans un livre consacré à la question de l'intelligence artificielle chez Dalloz en 2019, donc, qui s'appelle Grand Angle 2019, qui a l'échantillon d'un certain nombre d'articles publiés l'année précédente les années précédentes sur l'intelligence artificielle. Il y a un article très intéressant qui s'appelle le procès de l'intelligence artificielle et de la voiture autonome. Et des magistrats et des collègues et des avocats se sont amusés à faire un procès fiction, c'est supposé se passer en 2046, autour d'un véhicule automatique commandé par une intelligence artificielle, et voir comment on pouvait engager sa responsabilité. Ça fait une trentaine de pages, c'est assez intéressant. Voilà ce que je voulais vous raconter sur l'intelligence artificielle, dont de façon, évidemment, une façon qui relève un petit peu de la science-fiction, je me suis amusé à essayer d'imaginer qu'elle pouvait devenir un sujet de droit. Merci beaucoup, Pierre-Yves Kiviger, pour votre merci à vous, disponibilité aussi et intervention, et de vous être prêté à l'exercice. Pas forcément évident. Merci pour l'invitation et puis au plaisir. Merci encore. Au revoir.